on se retrouve du coup pour un podcast. Donc on va parler plus en détail de comment est-ce que j'ai fait pour sortir de l'obésité, l'anorexie, la boulimie, etc. Donc en premier tout simplement de ça. Tout simplement parce qu'on m'a posé la question par rapport à ça, donc on va éclaircir tout ça et ensuite on pourra partir sur d'autres sujets un peu plus intéressants je pense. Au niveau de mon passé, j'ai commencé à manger relativement en grande quantité quand je devais avoir à peu près 9-10 ans, jusqu'à atteindre un poids de 125 kilos à 12 ans, où j'étais littéralement le plus gros parce que je faisais 1m60. Donc une belle boule 3XL, c'était colossal. À ce point-là, on était sur pas mal de calories, pas mal de grignotage, pas mal de moqueries à l'école qui m'avaient affecté énormément. Il y en a une que je me rappellerai encore toute ma vie. C'est cette fois en cours d'anglais où un gamin, on sait ce que c'est les gamins qui sont relativement méchants, m'avait du coup secoué un peu la chaise où j'étais assis pour me dire pousse-toi sale gros, je peux pas passer. Avec mon tempérament de faux calme, je me suis levé, j'ai mis une grande tarte dans la gueule directement, et direction évidemment le directeur. Donc ça je me rappellerai toute ma vie parce que ça a été un élément assez déclencheur. Du coup, toutes les moqueries se sont arrêtées parce qu'ils se sont dit ah le petit gros il se rebiffe et ça fait mal. Donc on va arrêter de l'embêter. Et d'autres personnes commencent à embêter d'autres façons, hein, évidemment un harcèlement sur les réseaux sociaux. Par rapport à Facebook, à l'époque MSN, tout ça avait affecté énormément, qui avait du coup créé des crises d'hyperphagie. Hein. J'avais des paquets de bonbons planqués dans ma table de nuit où j'allais grignoter des bonbons quand ça allait pas, etc. Mais j'avais 12 ans, voilà, j'avais 12-13 ans. Jusqu'au jour où du coup je suis parti en vacances en Espagne, je me rappellerai encore ça de toute ma vie je pense, ma mère aussi je pense, où je suis parti en vacances en Espagne, sur une autoroute j'ai trouvé un magazine avec marqué une sèche, sèche pour 80 kilos avec un mec avec des abdos etc. Je me suis dit putain j'aimerais bien être comme ça. À ce moment-là, j'avais grandi, donc je faisais 1m85 à peu près, je faisais toujours mes 125 kilos, donc j'avais pas forcément grossi plus, mais j'avais grandi. Donc c'était un peu moins visuellement gras. Voilà. J'ai commencé cette sèche directement en vacances, je me rappelle encore, on était dans un hôtel avec petit-déj compris à Port Aventura. Et j'avais commencé du coup la sèche là-bas où j'allais manger tous les matins 10 blancs d'œufs. Je me rappelle, je leur demandais de me faire 10 blancs d'œufs sans les jaunes à chaque fois. Des fois ils me les mettaient donc je les enlevais etc. Je mangeais uniquement ça. À midi je mangeais très peu. J'avais commencé cette sèche et on était parti 2 semaines en vacances. En rentrant j'avais continué cette sèche et au bout de un mois de régime j'avais déjà perdu 10 kilos. Et je me souviendrai encore de ça où j'avais rencontré une tante que j'avais pas vue depuis un petit moment à Carrefour. Je suis allé la voir et elle m'a absolument pas reconnu parce que j'avais perdu 10 kilos. J'avais coupé mes cheveux parce que j'avais les cheveux longs. Et là, c'était le début de la métamorphose. Mais également le début de la descente aux enfers, tout simplement parce que je me suis pas arrêté à ces 10 kilos, j'ai voulu continuer à perdre du poids, donc on arrive à 115, 110, 100 kilos, 90, 80, 70 et je suis tombé au plus bas à 70-71 kilos en l'espace de 6 ou 7 mois. Hein. C'était au mois d'août où j'ai commencé à sécher et je suis descendu jusqu'à 71 kilos le 22 février 2015. Je me rappelle de cette date, c'est le jour où je me suis inscrit en salle de sport dans mon ancienne ville de naissance Montélimar. À ce moment-là, je me suis inscrit dans une petite salle de ville qui était littéralement, je pense, la meilleure salle que j'ai fait toute ma vie, tout simplement parce que c'est ma première salle et que c'était une vieille salle old school avec du vieux Panata, du vieux Wader, que des machines comme on n'en fait plus et sur lesquelles on peut vraiment prendre du plaisir. Et j'ai commencé là, dans cette salle où j'ai commencé à me faire des amis beaucoup plus âgés que moi. C'est ce qui a créé cette maturité mentalement que j'avais par rapport aux autres de ma classe et de mon environnement à l'extérieur de la salle, qui n'avaient pas de la même maturité tout simplement. Et j'ai commencé à m'intéresser au bodybuilding, au coaching, et à vraiment aimer ça. Vraiment au point où du coup tout rimait avec ça. Donc j'ai décidé de prendre un coach, tout simplement parce que c'était pour moi la chose logique à faire, de vouloir progresser, performer, optimiser, c'était de prendre un coach. Donc j'ai décidé de prendre un coach, mais pas un coach comme j'aurais dû prendre à l'époque. J'ai voulu prendre la personne qui m'inspirait le plus sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Un mec de Toulouse, bizarrement j'y habite aujourd'hui, qui faisait du body à l'époque. Tout le monde
doit savoir de qui je parle s'ils étaient là à l'époque. Son prénom ressemble un petit peu au mien. Donc je l'ai pris en coaching. Premièrement, appel téléphonique, super, j'étais super content, c'était mon modèle, donc j'étais super content qu'il m'accepte de me prendre en coaching. J'ai vraiment l'impression qu'il me faisait une fleur. Jusqu'au jour où du coup je le paye. On commence du coup à parler questionnaire, etc. Je lui envoie le paiement, le questionnaire. Et là, plus de réponse, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Au bout de, je pense, 6 semaines, enfin il répond. Et là, ça commence la descente vraiment aux enfers, hein, parce que j'étais reparti sur une bonne lancée, j'étais presque sorti de l'anorexie physique. En tous les cas, physique a été sortie, mentale un peu moins, mais j'étais sur une bonne voie. Et là, il s'est passé que cette personne était un vrai pervers narcissique, avec ses coachings. Du coup, il a commencé à m'envoyer les plans, mais ensuite a commencé à faire pas mal de reproches sur plein de choses sur ma vie, sur mon comportement, pour tout simplement toujours travailler sur le cerveau. Et ça a commencé à m'affecter énormément parce que j'avais pas des réponses rapidement. Je voulais vite progresser, je voulais les choses rapidement. C'est aussi le fait que j'étais jeune, mais le problème, c'est que ça m'a complètement détruit à ce moment-là, tout simplement parce que j'avais que ça. J'avais mon coach, la salle de sport. C'était les deux seules choses que j'avais. Je sortais pas, j'avais pas de copine, j'avais rien du tout. Très peu d'amis. Et il a commencé à abuser de cette relation coach-élève. J'étais complètement mal. Le coaching a stoppé, tout simplement parce que j'avais plus de nouvelles. Et là, ça a commencé. Les crises de boulimie à répétition où je mangeais à en vomir. Des quantités complètement démesuré. Hein. À 16 ans, on fait les choses sans forcément réfléchir de l'impact que ça peut avoir plus tard. Et surtout, quand je fais quelque chose, il faut savoir que je suis un extrémiste, c'est-à-dire que ce soit dans mon travail, dans les relations, dans quoi que ce soit, je suis extrême. Ça veut dire que soit je t'aime, soit je t'aime pas, soit je fais les choses à 100%. Si je me mets à faire une prépa, ça va être une prépa à 100%. Si je me dis je bosse, je bosse. Vraiment, je sais pas faire les choses à moitié, donc je fais les choses à 100%. Et malheureusement, ça vient aussi avec la nourriture. Donc, si je commence à manger, je mange. Et à ce moment-là, je mangeais énormément. Il m'est arrivé à cette époque-là de manger jusqu'à 3-4 pizzas à la suite, 2-3 pots de Ben & Jerry, des bonbons à la suite, et ça c'était juste en l'espace d'une heure, hein. C'était catastrophique, des quantités démesurées. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, lorsque j'ai des personnes qui viennent en coaching et qui ont des TCA, je peux me permettre de tout simplement leur dire non, t'as pas de TCA, t'avais juste faim, t'étais en poche chaud, t'as mangé, c'est pas grave. Parce qu'il faut bien faire la part des choses entre avoir faim et avoir mangé des grosses quantités et manger vraiment toutes ces émotions jusqu'à en être malade. Manger un paquet de M&M's et être malade après, c'est pas une crise de boulimie, c'est pas des TCA, c'est juste que t'as trop mangé, t'as été malade parce qu'il y a trop de graisse, etc. Voilà. Une crise de boulimie, c'est manger jusqu'à ce que t'as pas faim, jusqu'à ce que t'aies plus faim. Et surtout, manger, en fait, même quand t'as plus faim, quand t'as vomi, une fois que tu as vomi, recommencer à manger, ça c'est des vraies crises de boulimie qui sont très destructrices pour l'organisme ou bien pour le cerveau. Donc vraiment faire la part des choses sur ça et ne pas se créer de fausses maladies, hein, et surtout ne pas s'auto-diagnostiquer des problèmes, aller voir des professionnels. Donc par rapport à tout ça, du coup, les crises de boulimie, etc., à partir de là, comment s'en sortir? Et ben tout simplement en faisant des changements. Donc j'ai repris un nouveau coach avec qui on a travaillé vraiment sur le fait d'être en maintenance calorique, où il y avait une meilleure communication. Donc à partir de là, ça s'est mieux passé. Je suis parti quelques fois en voyage, ça s'est bien passé lors des voyages, j'avais pas eu de soucis avec la nourriture. Donc tout était reparti correctement, j'étais, on va dire, relancé. Donc ça c'était quand même 2-3 ans après ces périodes de crise intense qui avaient déjà commencé lors de l'obésité. Il y a juste une pause pour l'anorexie entre temps. Et ensuite, j'ai rencontré ma copine donc au lycée avec qui je suis aujourd'hui. On s'est rencontrés là-bas, c'était pas gagné, hein, parce que j'étais le connard qui mangeait son tupperware et qui disait pas bonjour aux gens qui se posaient à côté. Mais finalement, on a bien matché apparemment.
On avait comme projet de partir sur Montpellier pour faire ses études et moi avec ma famille déménager sur Montpellier du coup pour l'été. Donc ça tombait très bien parce que du coup elle avait prévu de déménager après l'été sur Montpellier. Moi c'était au début de l'été donc on allait se retrouver là-bas donc c'était parfait. Là vraiment un meilleur environnement pour mon bodybuilding. Je sortais d'une petite ville, j'arrivais à Montpellier, une grande ville donc un meilleur environnement que ce soit en salle de sport ou même au niveau du soleil, au niveau du cadre de vie. La qualité de vie était vraiment différente. Donc là, ça s'est vraiment amélioré mentalement pour moi. Suite à ça, je me suis inscrit en salle de sport là-bas, sur 2-3 salles différentes pour pouvoir vraiment changer, pour vraiment optimiser toutes les choses. J'ai pris un coach anglais pour pouvoir optimiser les choses et c'est vraiment là que j'ai découvert un bodybuilding totalement différent que ce que j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'auparavant, j'allais faire des tonnes de séries, des tonnes de drop sets, des tonnes de tout ce que vous voulez comme technique d'intensification, sans pour autant comprendre pourquoi je le faisais. Le but c'était juste d'aller à la salle de sport et me tuer. Là j'ai vraiment compris la précision, c'est-à-dire vraiment optimiser au maximum la stimulation musculaire et la récupération. Et là, ça a vraiment bougé physiquement. Suite à ça, j'ai également commencé mon premier cycle. Ça a été quand même assez productif pour la première phase de prise de masse. Je me rappelle avoir commencé à 92 kilos. Et j'avais terminé en l'espace de 12 semaines à 112 kilos. Donc ça faisait une bonne vingtaine de kilos de pris. Pas que du muscle, évidemment, là parce que du coup mon coach à l'époque poussait vraiment les calories. J'avais terminé du coup, je me rappelle ma prise de masse avec 6300 calories. 6300 calories les jours d'entraînement, 5500 les jours de repos. Avec 2 cheat meals par semaine, pas obligatoire mais fortement conseillé, donc généralement c'était des sushis, au moins 50 pièces de sushis, donc ça faisait un gros budget. Néanmoins à Montpellier, pour ceux qui sont du coin, vous avez un restaurant qui s'appelle Yukimi, qui est très bon et en plus qui est à volonté, à la carte, donc c'est tenu par des japonais à volonté, donc pour 15 euros on pouvait se mettre très bien, donc ça arrange un petit peu le portefeuille, mais voilà, donc ça s'est bien goupillé, donc le bodybuilding était lancé, j'ai commencé à lancer également mon service de coaching dans un premier temps aux gens de la salle de sport, etc. que je connaissais, leur proposer mon aide à prix vraiment réduit. Je me rappelle à l'époque c'était 40-50 euros par mois. Après on était en 2018, les gros coachs étaient à 100-150 euros par mois maximum. Donc moi je m'étais mis du coup des tarifs très intéressants. J'ai commencé à me créer une petite clientèle avec une bonne clientèle en Corse. Donc si jamais vous regardez ce podcast, sachez que vous avez été une grosse partie de ma clientèle, au moins un tiers de ma clientèle est aujourd'hui en Corse. Ensuite j'ai construit mes connaissances avec différentes formations, toujours dans le but de rechercher davantage de connaissances et tout simplement à continuer à apprendre davantage. Super important. Donc on va parler d'autre chose que la présentation qui a été faite par rapport à tout ça. Suite à ça, différentes prépas. Donc différentes prépas avec différents problèmes de santé. Malheureusement, j'ai pas été épargné. J'ai eu une rupture d'anévrisme sur une de mes prépas. J'ai eu un abcès sur une de mes prépas. J'ai eu du coup une arythmie sur une de mes prépas. Donc j'espère que la prochaine se passera très bien parce qu'on dit toujours jamais 203, il y a déjà eu 3 fois. Je me dis que potentiellement elle se passera pour le mieux, pour celle-ci. Donc la prochaine prépa se passera d'ici peu. Aujourd'hui, j'ai commencé le travail de fond. J'ai recommencé tout simplement à sécher depuis fin décembre. J'ai commencé à sécher progressivement pour pouvoir atteindre une condition qui sera à peu près de ce que j'estime de 6 semaines out d'une compétition normale. Donc là, je vais sécher jusqu'à fin mai pour avoir une bonne composition corporelle. Suite à ça, je vais reprendre une petite dizaine de kilos, très propre, très contrôlé, et ensuite démarrer ma prépa pour début 2026 ou plus tard. Je pense pas que ce sera possible de monter fin d'année 2025 parce que je viens juste de reprendre les choses sérieusement. J'ai eu 18 mois très compliqués au niveau santé, au niveau progression, il n'y en a eu carrément aucune, ça a même régressé. Donc je me vois pas entamer une prépa et partir sur scène avec un physique qui sera moins poussé que ce qu'il aurait dû être avant ces problèmes de santé. Donc pour le moment, on se reconstruit doucement. Actuellement, je suis à 10 kilos de perdu depuis mon plus fat post-Noël.
Donc qu'est-ce que j'ai fait tout simplement pour pouvoir perdre ces 10 kilos? Pas grand chose de magique, pas grand chose de nouveau, tout simplement reprendre une routine. Super important, la routine fait absolument tout dans votre progression. Reprendre une routine, se coucher à heure régulière, à une demi-heure près, se lever à heure régulière, toujours le réveil à 7 heures du matin ou à 6 heures du matin par exemple. Première chose que je fais le matin, je me lève, je m'hydrate, super important également. Je commence à marcher, je fais au moins 3000 pas le matin à jeun. Ensuite, je fais mon vélo. Pendant ce temps-là, je réponds à mes coachings. Si jamais j'ai des bilans à faire qui sont très importants, ils passent directement sur le PC avant toute chose. Le matin, je me lève, je vais sur le PC et je traite les bilans. Super important que tout le monde ait une réponse pour pouvoir commencer la journée correctement. Du coup, dans la journée, petit déjeuner, à nouveau travail. On est relancé tout simplement. Ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que la routine est la chose la plus importante dans votre progression. C'est quelque chose qui est sous-estimé, c'est quelque chose que les personnes n'ont pas toujours pas compris. C'est qu'une routine est importante et pas une routine sur une semaine. Tous les progrès prennent du temps. Tous les progrès prennent du temps, c'est super important de le comprendre. Ce que vous avez mis 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans à détruire, j'entends par là tout simplement à prendre de la base graisseuse, à ne pas vous entraîner, à vous laisser aller tout simplement. Vous pouvez pas résoudre ça en 2-3 semaines. Il va falloir du temps. Si jamais vous pensez qu'il va vous falloir 3 mois pour perdre ce que vous avez à perdre, vous pouvez généralement doubler la mise. Vous allez partir sur 6 mois pour perdre. Donc visez toujours sur la fourchette haute. Si vous pensez que vous avez 10 kilos à perdre pour pouvoir être prêt pour votre compétition de bodybuilding, généralement on est plutôt sur 15 kilos minimum. Et ça c'est quelque chose que beaucoup ne se rendent pas compte. C'est que entre le gap de être sec et être prêt pour un show, il y a un gap qui est énorme. Et le gap, c'est pratiquement du simple au double. Donc si jamais vous pensez que vous avez 10 kilos pour être écorché, généralement vous avez 10 kilos pour être sec. Mais par contre, vous avez potentiellement 15 kilos, peut-être 20 kilos pour être sec. Et ça vient surtout avec la masse musculaire. C'est-à-dire que au plus vous allez être musclé, au moins vous allez vous engraisser en off-season et le moins vous aurez à perdre une fois en prépa de body fat et tout simplement de poids de corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit des personnes qui sont débutants, qui vont entamer une préparation après uniquement 6 mois d'entraînement, 1 an d'entraînement, même 2 ans d'entraînement, qu'ils espèrent en fait arriver sur scène avec la même qualité musculaire, la même masse musculaire que des personnes qui se font ça depuis 10-15 ans, qui ont enchaîné 40 shows. Je prends l'exemple de certaines bikinis qui veulent monter pour la première fois ou la deuxième fois sur scène et qui veulent ressembler à des bikinis qui sont montés plus de 40 fois sur scène en termes de qualité physique, qui prennent en plus de la chimie comparée à elle, ou alors qu'ils auront plus une bonne génétique. Donc si vous comparez une personne qui monte pour la première fois, qui n'a pas forcément une excellente génétique, qui n'a pas forcément fait de off-season avant, qui n'a pas forcément de tissu musculaire, qui n'a pas forcément la force mentale également de le faire, ça il faut pas l'oublier, la force mentale de le faire, c'est pas uniquement suivre son plan, c'est vraiment de mettre de l'intensité dans son plan, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire son vélo, ses escaliers, on va mettre de l'intensité, on va chercher à pousser vraiment dans le dur, on va pas se dire aujourd'hui je suis un peu fatigué, je mets un peu moins sur l'intensité, non aujourd'hui je suis fatigué, ça veut dire que ça tire, on va aller chercher davantage. Et ça veut aussi dire que lorsque votre coach vous dit « Ok, on lève le pied », on lève le pied. Il faut vraiment respecter le plan à 100%. Et ça passe par faire les choses à 100%, mais également savoir ralentir les choses lorsque le coach le demande. Donc, on ne peut pas espérer avoir le même physique dans ce cas de figure lorsqu'on démarre la compétition que par rapport à quelqu'un qui a fait 40 scènes, qui s'entraîne depuis 10-15 ans, qui a une très bonne génétique, qui prend du coup des aides à côté et qui en plus de ça tout mis sa vie depuis ces 10 dernières années autour du bodybuilding, alors que vous sortez encore en boîte de nuit, vous sortez en soirée techno jusqu'à 4 heures du matin et vous pensez que vous allez pouvoir progresser comme ça. Non, c'est pas la réalité des choses. C'est pas parce que vous avez un influenceur qui sort et qui fait des soirées techno de temps en temps en plus, parce qu'ils vont vous les afficher sur Instagram. C'est pas parce que vous avez votre influenceur préféré qui fait des soirées techno, etc., et qui a un physique sec que vous allez pouvoir l'avoir, tout simplement. C'est pas parce qu'un tel cheat pendant son off-season et reste sec que vous allez pouvoir le faire. Arrêtez de vous comparer avec les autres, c'est super important. Arrêtez de vous comparer avec telle ou telle personne et focalisez-vous sur ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire par rapport à votre génétique. Et surtout, écoutez votre coach. Et si vous n'avez pas de coach, prenez un coach. Super important. Et là, on va venir sur le sujet du coaching, tout simplement, pour clôturer du coup ce podcast qui se dissipe un petit peu sur les sujets. Donc sur le coaching, on va parler un petit peu coaching. Donc
de mon expérience en tant que coach. Donc qu'est-ce que serait une prépa ou une perte de poids, on pourrait axer ça comme ça, efficace? Tout simplement, avant d'entamer une perte de poids efficace, c'est-à-dire quelque chose qui va bouger correctement sans avoir de problèmes de santé, de grosses fatigues et qui va tout simplement descendre progressivement, il va falloir passer par une phase de prise de masse ou de maintenance calorique. C'est super important de créer de bonnes habitudes avant d'entamer une sèche. Si jamais il y a zéro habitude, zéro routine, on revient à la routine, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez partir en sèche? Vous allez devoir vous créer une routine qui va devoir demander pas mal du coup d'organisation. Mais vous allez être fatigué à cause du déficit. Donc il y a très peu de chances que vous arrivez à tenir une routine en plus de la fatigue. Donc créez-vous une routine, créez-vous des habitudes à prendre en off-season avec un surplus calorique. Apprenez à vous entraîner. Apprenez à aimer de vous entraîner et vous alimenter correctement. C'est super important, hein. Beaucoup font ça uniquement pour le résultat et pas parce qu'ils aiment ça. N'oubliez pas que si vous aimez quelque chose, vous ne verrez pas le temps passer et c'est ça qui est super important, c'est d'aimer le processus. Si vous n'aimez pas ce sport et que vous n'êtes pas patient, changez de sport. Il n'y a pas voilà. Vous pouvez faire n'importe quel sport. Il n'y a pas d'obligation de faire du bodybuilding. Si vous n'êtes pas patient et vous aimez pas vous entraîner, ne faites pas ce sport. L'entraînement, c'est le facteur numéro 1 pour avoir un physique. Vous allez vous dire 80% diète, 100% training. Si jamais vous aimez pas vous entraîner, vous oubliez le bodybuilding. Vous oubliez. Donc, phase de surplus, super important, ou de maintenance, pour pouvoir vraiment créer des habitudes. Ensuite, une petite phase de déficit. Ça, c'est important de faire une pré-prep pour voir mentalement déjà si vous endurez les choses correctement, c'est-à-dire sur 6 à 10 semaines à peu près, selon les personnes, selon la condition. 6 à 10 semaines, peut-être 12 semaines, pour voir si vous arrivez à gérer votre routine avec un déficit calorique, gérer également le côté social, le côté pro à côté, et également gérer tout ce qui est fatigue, tout ce qui est performance à l'entraînement, voir si vous aimez vraiment ça aussi, c'est super important de voir si vous aimez ce processus, donc sur 6 à 12 semaines. Vous allez dégraisser un petit peu, comme ça on va avoir un physique un peu plus propre, vous allez remonter un petit peu vos calories suite à cette prep sur à peu près 8 à 10 semaines pour pouvoir remonter progressivement vos calories. Ça sera vraiment d'optimiser votre prépa ou votre perte de poids. Donc 8 à 10 semaines, vous allez augmenter votre poids de corps, mais pas beaucoup. Uniquement 4 à 5 kilos maximum pour éliminer de la fatigue, reprendre un petit peu tout simplement de volume musculaire, on va dire d'amour pour l'entraînement si jamais il est un peu perdu. Et ensuite, on entame la prépa. Donc, on entame la prépa finalement avec un niveau de fatigue relativement bas et beaucoup moins de poids de corps à descendre pour terminer la prépa correctement. Et ça, c'est super important, c'est d'avoir très peu de poids de corps à tomber sur une prépa, parce qu'une prépa avec 20 kilos, 25, 30 kilos à tomber, c'est une prépa premièrement qui sera très 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 compliquée, qui sera relativement dangereuse pour la santé, hein, ça il faut le dire, au niveau de la fatigue, au niveau des problèmes hormonaux qu'on peut avoir, mais en plus de ça, il y a de fortes chances que si vous êtes normalement constitué comme 99% des gens, vous serez jamais sec. Vous serez soft sur scène parce que vous ne pouvez pas espérer avoir la même qualité musculaire en perdant 20 kilos en 20 semaines qu'une personne qui a perdu uniquement 10 kilos en 20 semaines. Tout simplement parce qu'elle va avoir le temps vraiment de solidifier son poids de corps, d'aller chercher une meilleure qualité encore et encore, et vraiment d'avoir cette peau qui va se plaquer contre le muscle, alors que vous, si jamais vous avez 20 kilos à perdre, vous allez commencer à être sec à peu près à 4 semaines, 3 semaines avant la compétition, et là il y a très peu de temps pour que la peau commence à coller contre le muscle correctement, alors que lui il aura déjà collé depuis au moins 10-12 semaines, et ça aura vraiment le temps de durcir et vraiment d'aller chercher cette qualité. La meilleure chose à faire généralement, c'est de prendre du temps. Si jamais vous avez 20-30 kilos à perdre pour une prépa, ne faites pas ça d'un coup sur 6 mois, dites-vous ok, je commence une phase de cut, je reprends un petit peu de poids, faites ça en plusieurs cuts, tout simplement. C'est pas grave, vous allez prendre plus de temps que les autres, mais si vous aimez vraiment le processus, vous prendrez le temps de faire les choses. Donc, ouais, on va se rappeler de ça surtout pour clôturer ce deuxième podcast. Faites-vous une routine, aimez ce sport, aimez vraiment ce sport pour pouvoir perdurer, pour pouvoir vraiment progresser, et ensuite, prenez le temps. Prenez le temps de faire les choses, il n'y a pas de rush, vous n'êtes pas obligé de monter cette année sur scène, la scène sera toujours là, au même titre que la nourriture sera toujours là, il n'y a pas de rush de vite sauter sur la nourriture après une cut, il n'y a pas de rush de vite monter sur scène.
Les scènes seront toujours là, la nourriture sera toujours là. Prenez votre temps de faire les choses, prenez le temps de réfléchir également avant d'agir. Prenez le temps, posez-vous et réfléchissez si c'est vraiment ce que vous voulez. Est-ce que actuellement vous êtes en capacité financière, mentale et physique d'entamer une préparation physique? Ou une perte de poids, évidemment. Si jamais vous êtes en séparation, en déménagement, etc., c'est absolument pas une bonne idée. Il vaut mieux se mettre en maintenance, garder cette routine et ensuite, dès qu'on est au vert, pouvoir partir sur une perte de poids un peu plus agressive.